Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Marion Maréchal, qui est tête de liste Reconquête pour ces élections européennes. Dernier sondage IFOP, Fiducial, LCI, Le Figaro, Sud Radio. Pour ces européennes, 6% pour vous. Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question sur l'Ukraine. Vladimir Poutine fait bombarder aveuglément des supermarchés où se trouvent des enfants, des femmes, des vieillards. Doit-on aider l'Ukraine à répliquer, permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes occidentales pour frapper les sites militaires en Russie? D'où partent ces bombes? C'est toujours la même chose. La question centrale étant de savoir comment on trouve un équilibre entre, en effet, un soutien légitime à l'Ukraine pour l'aider à résister face à l'invasion de son territoire, à la mort de civils et à la violation du droit international, sans rentrer en guerre avec la Russie et sans risquer une riposte russe sur le sol français qui menacerait l'intégrité du territoire français. Et donc, moi je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. C'est que je considère qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir une aide logistique, humanitaire, financière à l'Ukraine, on ne peut pas se mettre en situation de co-belligérance et donc risquer que des armes, notamment françaises, puissent viser directement le sol russe, sauf à risquer, une fois de plus, une riposte. C'est toujours la même chose. Je sais que ça n'est pas entendu par une partie des médias, mais vouloir aujourd'hui soutenir l'Ukraine ne doit pas signifier faire la guerre à sa place. Parce que ça n'est pas aujourd'hui la France qui est directement en guerre avec la Russie. Entrer en co-belligérance, ça voudrait dire que ces armes sont tirées du territoire de l'OTAN. Là, on entrera en belligérance. Si ces armes sont tirées du territoire ukrainien, on n'entre pas en belligérance. C'est chaque fois un pas supplémentaire. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné... Doit-on permettre à l'Ukraine... À quel moment on arrête l'escalade? En fait, c'est toujours le même sujet, parce qu'au départ, on nous dit on envoie des armes défensives, puis on envoie des armes offensives. Au début, on dit ça n'est uniquement que pour être sur le sol ukrainien. Ensuite, on dit on envoie potentiellement ces armes sur le sol russe. On parle aujourd'hui potentiellement d'envoi de troupes, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, cette guerre n'est pas... c'est une guerre de tranchées avec des drones. C'est une guerre monstrueusement sanglante, dont on sait d'ailleurs que si on envoie des troupes françaises, elles seront visées prioritairement, ce qui, moi, est un drame, je trouve, de mettre aussi potentiellement envisagé d'envoyer des enfants français mourir sur le sol ukrainien. Donc à un moment donné, c'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'on s'arrête? Voilà. Et moi, je vois bien dans cette espèce de fuite en avant le risque d'une escalade. Je vous le dis, ça n'est pas un jeu. Voilà. Faire la guerre, c'est pas jouer au Playmobil. On parle quand même face à nous d'un alignement de pays et de puissances nucléaires qui vont de la Russie, en passant par la Chine, jusqu'à l'Iran, la Corée du Nord. Attention à ce que nous faisons. Nous avons en effet un rôle pour faire respecter le droit international. La France fait beaucoup, les Français donnent beaucoup, au prix d'ailleurs de leur propre sécurité. Je rappelle quand même que chaque fois que nous envoyons des armes là-bas, nous prenons sur un stock d'armes, nous prenons sur un stock de munitions qui est déjà très insuffisant pour assurer notre propre sécurité en cas de guerre en de haute intensité. Alors question, est-ce que la Russie est une menace pour la France et l'Europe, comme le dit Jordan Bardella? La Russie, est une menace, là pour le coup directement pour l'Ukraine. Moi je ne crois pas. Je vais au bout de la réponse. Je vous le dis, je ne crois pas, contrairement à ce que pense Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui la Russie soit une menace pour les frontières. Je vous parle de Jordan Bardella, je vous parle pas d'Emmanuel Macron. Non mais je m'en fiche de Jordan Bardella. Je commande pas les commentaires de Jordan Bardella. Ce qui m'intéresse, aujourd'hui, moi je considère que la menace existentielle sur le continent européen, c'est l'immigration et l'islamisation. Je pense que c'est ça, c'est une grande différence que j'ai avec Emmanuel Macron. Je vous le dis, je ne crois pas, je ne pense pas, mais une fois de plus, soyons toujours tous très humbles sur ce sujet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, au regard de la difficulté de la Russie à ne serait-ce que gagner la guerre en Ukraine, je n'imagine pas qu'il puisse demain attaquer ou envahir un pays de l'OTAN, parce que s'il faisait cela, il se confronterait automatiquement, en raison des clauses du traité atlantique, à une riposte d'une alliance qui est 2 à 3 fois plus puissante que la sienne. Donc je pense qu'aujourd'hui... Donc la Russie n'est pas une menace pour la France et l'Europe, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je ne le formulerai pas comme ça, parce qu'à partir du moment où elle a attaqué l'Ukraine, évidemment qu'elle représente une menace sur le sol européen. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une menace d'invasion ou d'attaque de la Russie vis-à-vis d'un pays de l'OTAN. Une fois de plus, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que on sait que les choses sont compliquées. Mais une fois de plus, au regard des difficultés qu'elle a aujourd'hui sur le sol ukrainien, ça me paraît peu envisageable. Bien. En tout cas, je le dis, je ne crois pas qu'il y ait une menace d'invasion russe sur le sol français. Voilà. Et c'est en cela d'ailleurs que je considère qu'aujourd'hui Emmanuel Macron instrumentalise des peurs pour des raisons électorales, et ça me semble pas très sain sur le plan politique. Est-ce que vous soutenez la Hongrie qui bloque l'aide européenne à l'Ukraine? Aide financière et aide militaire. J'essaye toujours, vous savez, quand on regarde les sujets géopolitiques, il faut toujours se mettre à la place de ceux qui prennent des décisions. Aujourd'hui, la Hongrie est dépendante de manière vitale
du gaz russe et de l'énergie russe. C'est quasiment l'essentiel aujourd'hui de son mix énergétique. Donc évidemment qu'elle tente à travers cela de défendre des intérêts pour ne pas se voir en riposte. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec cela. Puisque Marion moi, en Maréchal, l'occurrence, ça veut dire que bloque aussi l'aide à l'Arménie, par exemple. Je suis en train de vous dire, non mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire, je ne suis pas d'accord avec cela, puisque moi j'ai défendu le fait qu'il y ait des sanctions à l'égard de la Russie, et j'ai tout à fait défendu le fait qu'on se diversifie davantage, bien sûr, dans notre approvisionnement de gaz, pour ne pas être trop dépendant du gaz russe, et en tout cas le moins possible. Voilà, donc je veux très clair là-dessus. Bien, la Russie qui retire les talibans de sa liste des organisations terroristes. Vous avez vu cela ? Oui, tout à fait. De toute façon, évidemment, eux, ils jouent leur partition géopolitique. Ils sont prêts à toutes les alliances, y compris les plus déplorables pour cela. Donc, je ne vais pas vous dire que je m'en félicite, loin de là. Bien sûr, mais à un moment donné, si vous voulez, c'est toujours pareil. Quand on parle des menaces et des ingérences étrangères, j'aimerais justement qu'on soit cohérent. Je vous dis ça parce que j'ai été étonné lorsque, en septembre 2018, Éric Zemmour a expliqué qu'il faudrait un Vladimir Poutine à la tête de la France. Jean-Jacques Bourdin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on revienne sur les propos d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Tout le monde a acté, Éric Zemmour et l'ensemble de la classe politique, que la situation avait changé. Tout le monde a pris des positions très claires, très explicites sur le sujet. À un moment donné, personne n'a jamais dit ça. Non, mais je veux dire, même Emmanuel Macron lui-même, on s'en souvient, avait reçu Vladimir Poutine, voilà, en grande pompe. Qu'il était président de la République et que Poutine était président. Excusez-moi, avait voulu, et à l'époque c'était légitime parce que c'était le souhait d'une grande partie de l'Europe, y compris de l'Allemagne, de vouloir justement avoir des relations plus apaisées avec la Russie et plus intégrées, jusqu'à ce qu'arrive ce drame. Et tout le monde. Entre des relations et dire qu'il faudrait un Poutine pour la France, c'est un peu différent. Franchement, mais bon, on va pas. Non, mais je veux bien qu'on en parle. Je vous le dis, vous pouvez le regretter. Aujourd'hui, la première préoccupation aux élections européennes des Français, c'est l'immigration. Voilà. Donc moi je veux bien qu'on passe l'émission sur l'Ukraine, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, il faut peut-être parler de ce qui intéresse les Français dans leur quotidien. Vous avez tendance à dire je veux bien qu'on fasse l'émission. Ici c'est moi qui décide, c'est pas vous. Non mais vous pouvez décider. Mais moi ce que je vous dis, j'ai le droit d'exprimer un regret. J'ai le droit d'exprimer un regret. Oui, vous avez le droit d'exprimer tous les regrets que vous voulez, mais c'est moi qui décide des questions. Qu'on puisse parler des sujets qui concernent les Français. Emmanuel Macron prêt à reconnaître un État palestinien, mais pas sous le coup de l'émotion. Moi de la même manière, j'ai pas changé d'avis sur le sujet. J'ai pas changé d'avis sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré que la solution à 2 États devait être une perspective, ne serait-ce que pour garantir également la sécurité et l'intégrité du territoire d'Israël. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas envisager cette hypothèse aujourd'hui. Je veux dire, reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est mettre le Hamas au pouvoir. Et le Hamas, rappelons-le quand même, on a tendance à l'oublier, ils veulent pas seulement la création d'un État palestinien, ils veulent la disparition d'Israël. C'est le sens du slogan Palestine Free for the River to the Sea, qui est aujourd'hui scandé sur les campus de Sciences Po avec Rima Hassan, et qui signifie qu'on veut faire disparaître Israël. Et je veux d'autant moins cette perspective d'un État islamiste aux côtés d'Israël que le Hamas, rappelons-le quand même, est un des pans de l'organisation des frères musulmans, confrérie islamiste, qui a pour projet revendiquer la conquête islamique de l'Europe, et que ce mouvement des frères musulmans a des ramifications partout en Europe, et notamment en France. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne combat pas assez vivement. Une enquête est ouverte, vous le savez. Oui, alors on va avoir un énième rapport, alors qu'on sait aujourd'hui ce qu'il en est. Voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a des centaines de mosquées salafistes qui œuvrent sur le sol, on sait qu'il y a des imams radicaux. Je vais vous donner un exemple. J'y suis allé moi physiquement, dans le Morvan. Et il y a aujourd'hui l'Institut européen des sciences humaines. Cet institut a été fondé par les frères musulmans. C'est l'école des frères musulmans. Ils forment des imams qui vont ensuite prêcher la haine dans les mosquées. Ils forment des élèves qui vont ensuite en Syrie. Il y a des intervenants radicaux et cette école, elle est ouverte. Voilà. Même la Commission européenne finance aujourd'hui des associations comme le FEMISO, comme Islamic Relief, qui sont proches des frères musulmans. Arrêtons la naïveté sur ce sujet. Voilà. Le sujet d'Israël, il a des impacts très concrets aujourd'hui sur le sol français. Rappelons une seule information. Au lendemain du 7 octobre, l'un des fondateurs du Hamas depuis le Qatar a appelé au djihad international contre les mécréants. Eh bien, ça s'est fini avec la mort de Dominique Bernard. Donc, il y a aujourd'hui des soldats sur le sol français qui nous menacent et qui sont tenus également par les appels de ce Hamas depuis la Palestine. Et je dois dire que je suis affligée de voir des partis aujourd'hui comme LFI souffler sur les braises et donc augmenter la menace en important le conflit ici. Le drapeau palestinien brandi dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Une honte pour la politique. Ce que j'ai vu hier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai entendu le Premier ministre le dire. Il n'y a pas que le Premier ministre, toute la classe politique, à l'exception de LFI. Une honte pour la politique, ce qui s'est passé hier ? Oui, une honte, mais pour une raison simple, c'est que... c'est pas surprenant, parce que ça aurait été plus surprenant de voir LFI brandir un drapeau français, mais moi je vous le dis tel que je le pense. Je pense que
Rima Hassan et LFI sont un poison pour la démocratie française. Un poison. Voilà. Qu'est-ce que cherche Rima Hassan lorsqu'elle veut organiser une manifestation face à Israël? Voilà. Qu'est-ce que cherche Rima Hassan? Jusqu'où elle veut aller? Ça finit comment? Ça finit, regardez les images. Vous savez pas ce que c'est que l'islamo-gauchiste? Regardez les images des émeutes d'hier à Paris suite à cette manifestation. C'est un conglomérat d'extrême gauche violente et de racailles de cités fanatisées, voilà, fanatisées par l'islamisme et le discours de LFI. Qu'est-ce que veut Rima Hassan à la fin? Elle veut que les Juifs de France payent en fait pour ce qui se passe en Israël. Quand elle explique qu'il y a un génocide là-bas et que la France est responsable en soi-disant ne faisons rien. Quand elle fait un parallèle honteux, scandaleux entre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine avec ce qu'elle appelle un génocide et ce qu'aurait fait soi-disant la France en Algérie, qu'elle alimente la haine anti-française et que ça finit avec l'explosion des actes antisémites, ça finit avec des tentatives de mosquées incendiées, que ça finit à Gennevilliers avec une femme qui a été séquestrée et violée, torturée pour venger la Palestine. C'est quoi en fait leur objectif à la fin? Ils veulent la guerre civile, c'est ça? Tout ça pourquoi? Pour gratter des pourcentages dans les urnes. Mais on va pas. Problème d'interdire, si vous voulez, c'est que ça va pas tuer le problème. Voilà. Donc moi, il faut les combattre politiquement. Il faut les battre dans les urnes. Il faut expliquer que ce sont les premiers ennemis de la France. Et j'espère que les Français seront lucides là-dessus, parce que ce qui nous attend, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni aux dernières élections municipales. Il y a des islamistes, des islamo-gauchistes qui ont gagné les élections en faisant campagne sur Gaza. Donc il faut le dénoncer, parce qu'aujourd'hui c'est un clientélisme électoral qui se fait sur la menace contre la paix civile française. Et donc moi je le dis, je pense que le meilleur antidote à cela aujourd'hui, c'est un parti comme Reconquête, voilà, qui a le courage de dire les choses et qui sera la meilleure alternative à cela. Quelques mots d'Europe tout de même, enfin même si l'Ukraine, même si le Proche-Orient, ça fait partie du débat européen. Marion Maréchal, je regardais, vous avez lu cette très belle enquête, étude de la Fondapol. Laquelle? Je les ai pas toutes lues. Paru hier. Non, je ne crois pas. Étude réalisée dans 27 pays de l'Union européenne. Non, j'ai pas vu cette étude. Que demandent les Européens? 23 000 personnes interrogées. Que demandent les Européens? D'abord, ils ne veulent quitter ni l'Union européenne ni l'euro. Ça, c'est la première chose. Ils sont favorables à l'OTAN. Ils veulent une défense européenne, une armée européenne. Ils sont attachés à l'Europe et à ses institutions. Ils souhaitent un protectionnisme européen. Très intéressant, le protectionnisme européen. Vous défendez le protectionnisme européen? Moi, je défends le protectionnisme européen, absolument. Alors, je vais vous dire, de toute façon, ce qui ressort de toutes les enquêtes d'opinion, et même si ça, moi, ça n'est jamais ma boussole. Ça n'est jamais ma boussole, mais je dis, on a besoin d'une certaine Europe. On n'a pas besoin de cette Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Moi, je souhaite une Europe, en effet, qui protège, qui stimule notre économie et qui renforce nos frontières. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a une Union européenne qui a conduit à ce que nous soyons une colonie numérique des États-Unis, une colonie économique de la Chine et une colonie de peuplement de l'Afrique. Comment financer l'indépendance européenne et comment financer la transition numérique et la transition écologique? Nous avons une participation financière des États. Voilà, ça me semble le meilleur moyen de garder le financement. Moi, je suis contre toute dette ou impôt européen. Donc, alors, je considère emprunt européen? Non, je considère que la fiscalité doit rester une compétence nationale. Voilà. Je considère qu'aujourd'hui, le super État fédéral voulu par Emmanuel Macron, avec un président européen, avec un ministre des Affaires étrangères européen, avec demain une Union européenne qui pourrait s'occuper de la santé ou de l'éducation comme il le souhaite, une Europe où on intégrerait les 9 pays candidats, dont la Moldavie. Pour financer les transports, la santé et l'énergie, vous dites non? Non, je dis non, parce qu'une fois de plus, je considère que c'est aux États de garder la main. Voilà, on a aujourd'hui des financements communs par des contributions des États. Ça me semble le meilleur moyen de pouvoir continuer à financer cela. Et une fois de plus, moi maintenant, ce que j'attends de l'Union européenne, et c'est la priorité pour laquelle je me bats, c'est d'abord de défendre la civilisation européenne, donc l'identité et la culture et les valeurs européennes. Et donc j'attends de l'Union européenne qu'elle apporte une réponse à côté des États pour renforcer nos frontières. Une fois de plus, je faut imaginer qu'en 10 ans, il y a 8 millions de premières demandes d'asile qui ont été faites sur le sol européen. C'est l'équivalent d'un nouvel État membre. Ce qui est en train de nous arriver est un grand remplacement démographique qui peut être irréversible. Voilà. 142 500 demandes d'asile en France l'année dernière. Oui, c'est un record et c'est une explosion à tous les niveaux. Donc à un moment donné, plus 8% par rapport à septembre 2022. Va-t-on se donner les moyens plus 51% en Allemagne. Va-t-on se donner les moyens de dissuader, de bloquer et d'expulser? Je pense, et c'est le message d'espoir que j'ai envie de donner aujourd'hui aux Français qui sont parfois résignés face à la politique européenne. Pour la première fois,
Les sondages le démontrent, nous pouvons y arriver, nous pouvons changer la majorité au Parlement européen. Nous avons depuis des décennies une majorité du centre alliée à la gauche qui gouverne. C'est celle de von der Leyen. C'est celle aujourd'hui qui est composée des socialistes, des macronistes. Soutenue par Giorgia Meloni. Et du groupe DLR. Pas du tout. Giorgia Meloni, elle a jamais voté pour Ursula von der Leyen. C'est pas sa candidate, c'est la candidate du groupe de Monsieur Bellamy et DLR, Ursula von der Leyen. Nous verrons. Et nous pouvons... pas de problème. Je reviens si vous voulez au lendemain de l'élection et on en reparle. Nous verrons ce que décide Giorgia Meloni. Ce qui est incroyable, c'est que nous pouvons aujourd'hui changer la majorité au Parlement européen pour avoir une majorité de droite. Et la force centrale de cette majorité sera le groupe de Reconquête avec ses 17 alliés conservateurs. Donc je vous en prie, ne passez pas à côté de ces élections. Allez voter parce que cela aura un impact majeur pour les années à venir dans votre quotidien. Reconquête, le RN. Départ du RN il y a 7 ans. Vous avez quitté le RN il y a 7 ans, Marion Maréchal. Retour à RN quand ? J'ai entendu ces rumeurs sortir de je ne sais où. Écoutez, vous le relevez vous-même. Je suis partie il y a 7 ans. Si j'avais voulu revenir au Rassemblement National, j'aurais eu des occasions de le faire. Si je ne l'ai pas fait, si je suis aujourd'hui candidate pour Reconquête, c'est parce que je considère que c'est le meilleur endroit où je puisse être pour défendre les idées auxquelles je crois, qui ne sont pas intégralement celle du Rassemblement National. On a des points de convergence, mais on a aussi beaucoup de différences, notamment sur le plan économique, sur les sujets de société. Et donc, à partir de là, écoutez, vous n'êtes pas pour la retraite à 60 ans ou je ne suis pas pour la retraite à 60 ans, je ne suis pas pour l'augmentation des taxes et des impôts, je suis pour réduire les dépenses d'assistanat, et je suis pour réformer le système syndical français. Beaucoup de différences, en particulier avec le Rassemblement National, en effet. Oui, Marion Maréchal, j'ai envie de vous poser une question assez directe, assez franche. Oui, c'est pas votre genre en plus. Est-ce que vous n'en avez pas assez de servir l'ambition présidentielle d'Éric Zemmour ? Mais pourquoi vous me posez cette question ? Pourquoi devrait-elle être gênante ? En fait, le candidat naturel de Reconquête, c'est Éric Zemmour pour les élections de 2027. Moi, j'ai rejoint Éric Zemmour alors qu'il était candidat à la présidentielle en 2022. Donc, je veux dire, je sais pourquoi je suis venue. Voilà, je suis venue parce que c'était un choix de conviction et qu'aujourd'hui, je partage les convictions avec Éric Zemmour qui sont celle dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire à la fois la défense de notre identité, à la fois un programme économique beaucoup plus ambitieux. Éric Zemmour et Sarah Knafo ne cessent de taper sur le RN, vous interdisez de le faire. Écoutez, franchement, c'est vrai ou faux ? Moi, je veux bien commenter cela, mais non, mais c'est pas le sujet. Je vais vous dire, aujourd'hui, tout le monde est actif dans cette campagne pour faire en sorte que nous fassions le meilleur score possible. Et tout nous rassemble sur un sujet. Nous sommes tous pour la défense de la coalition des droites. Voilà, nous l'avons défendu. Éric Zemmour, accordez-lui cela. Au lendemain des élections présidentielles du premier tour, a appelé à voter pour Marine Le Pen. Il a ensuite voulu et demandé une alliance aux élections législatives qui a été refusée par les LR et le Rassemblement National. Il a d'ailleurs pas présenté de candidat Reconquête dans la circonscription de Marine Le Pen, dans la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan, dans la circonscription d'Éric Ciotti. Pour l'instant, nous sommes les seuls, malgré une large majorité d'électeurs de droite, à vouloir cette union des droites. Une fois de plus, vouloir une coalition des droites, rassembler des gens qui ont des sensibilités différentes, ne veut pas dire qu'on n'est pas en concurrence électorale. De fait, nous sommes en concurrence électorale. Maintenant, ce que je dis aux électeurs qui eux aussi souhaitent un jour voir cet espoir d'une coalition demain au Parlement européen et demain en France, eh bien, plus ils donneront de la force à Reconquête, plus Reconquête sera incontournable dans les urnes et plus nous serons en capacité de mettre en place cette coalition dès les élections municipales pour battre la gauche et les macronistes. Et c'est tout ce à quoi je travaille, évidemment, moi, depuis des mois, depuis que je suis revenu en politique en 2022. Mais vous dites toujours la famille d'abord, c'est normal. Famille d'abord, comme famille tous les Français, Le Pen d'abord. Mais non, mais la famille d'abord. Mais oui, donc quoi ? Oui, donc Marine Le Pen est ma tante, en effet. Oui, c'est un scoop. C'est un scoop. Non, c'est ma tante, en effet. Et nous sommes en concurrence électorale, ce qui ne nous empêche pas de nous fréquenter sur le plan familial. Vous ne désolidarisez jamais d'elle publiquement. C'est faux. Je vais vous donner un exemple. Alors, la Nouvelle-Calédonie. Allez-y. Nouvelle-Calédonie, où on a, selon moi, le Rassemblement National, aligné d'ailleurs sur Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir un 4e référendum. Et moi, j'ai dit très franchement, cela, selon vous ? J'en sais rien. Je sais pas quelle est la motivation. Moi, je vois ça comme une capitulation. Voilà, une capitulation devant les casseurs, devant les pillards, devant les émeutiers. Et je considère qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la négociation et au compromis. Il y a eu 3 référendums dans lesquels les Calédoniens ont exprimé leur souhait d'être français. Maintenant, le temps est venu de l'ordre et de l'autorité de l'État républicain sur le sol calédonien. Donc voilà, par exemple, une grande différence entre le Rassemblement National et nous, et j'espère que je n'y vois pas là la perspective qu'il pourrait demain céder là aussi devant les casseurs ou les émeutiers en Seine-Saint-Denis. Marion Maréchal, c'est une chance pour la France, les Jeux Olympiques ? Ça pourrait l'être, ça aurait pu l'être. Avant même qu'il ne commence, ça aurait pu. Oui, mais ça commence mal.
j'ai envie de vous dire, ça commence mal parce qu'on n'est pas face à des JO, on est face à des JWOK. Voilà, depuis le début, tout est fait symboliquement pour fracturer la société française et instrumentaliser politiquement ces JO. On commence par une affiche dans laquelle on efface les racines chrétiennes de la France, parce qu'il faudrait surtout pas que le monde sache que la France est un pays aux racines chrétiennes. Je sais pas, pour pas heurter des minorités susceptibles. Je ne sais pas quel est l'objet. On a effacé, vous savez, la croix sur le dôme des Invalides sur l'affiche. On poursuit avec le tracé de la flamme olympique. On commence avec le rappeur Jul, voilà, je sais pas si je dois prononcer ces mots. Il est français, ah oui, il est français, tout à fait, mais enfin, il chante nique ta mère sur la Canebière, nique tes morts sur le Vieux-Port. Bon, je sais pas, je trouve pas que ce soit un paragon de délicatesse et de raffinement. On poursuit avec voilà une succession de drag queens, et puis on arrive potentiellement avec le chant à la fin de Aya Nakamura. Pareil, pas connu pour un Français particulièrement châtié. On sert dans le village olympique des plats véganes, parce que et du bœuf bourguignon sans bœuf, c'est pas une blague. Parce que vous comprenez, ce serait dommage de valoriser la gastronomie et les terroirs français. Donc, pas que des plats véganes. Bah, en tout cas, dans le village olympique, c'est le choix. Donc j'ai envie de vous dire, au lieu de faire de ces JO la possibilité de rassembler, d'unir, par exemple dans les porteurs de la flamme olympique, pourquoi ne pas avoir choisi d'abord des scientifiques, des médecins, des ingénieurs, des artisans primés. Il y a des porteurs de la flamme olympique. Mais c'est pas ça qu'on a mis en avant. Voilà, certains militants, certains activistes de la cause woke, de la cause LGBT. Mais non, c'est différent. C'est Emmanuel Macron. Il y a plus de 10 000 les élus de gauche qui font ça. On cherche à cliver, c'est le but. Mais vous cherchez à cliver? Non, mais pas moi. Pas moi. C'est Emmanuel Macron qui a parlé en premier d'Aya Nakamura. C'est pas moi. C'est la maire qui insiste de sur Paris. Joule, qui insiste sur les drag queens. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a voulu faire un étendard avec ce port de la flamme olympique par une drag queen, parce qu'elle veut être aujourd'hui l'étendard de l'activisme LGBT. Marion Maréchal, vous insistez. Mais non, excusez-moi, je vais vous dire, je me fais le porte-voix. Je pense de millions de Français qui en ont ras-le-bol de tout ça, qui en ont marre et qui en plus vivent une forme de terrorisme intellectuel, parce que chaque fois en plus qu'on émet une critique et qu'on explique qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des drag queens pour être la vitrine de la France ou représenter les Français, on est traîné devant les tribunaux, on est insulté de transphobes, on est insulté par tous ces militants et activistes qui sont souvent extrêmement agressifs et violents. Voilà, des gens qui n'ont pas envie, qu'on défende aujourd'hui la confusion des sexes, la théorie du genre, qu'on laisse cette idéologie prospérer jusque chez nos jeunes enfants, avec tous les risques psychologiques et parfois les choix physiques irréversibles que cela peut induire dans le changement de sexe. Voilà. Je vous dis, je pense vraiment qu'il y a un ras-le-bol, et je me fais le porte-voix de ce ras-le-bol parce que j'y crois. Donc et on ne m'interdira pas de parler sur ces sujets. Vous ne vous réjouissez pas? Bah, de ce que j'en vois aujourd'hui, je m'en réjouis pas. Et puis je vais vous dire, je suis inquiète. Voilà, quand je vois l'incapacité du gouvernement à lutter contre, à ramener l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Je vais vous dire, moi, je suis inquiète parce que je vois bien la menace qui pèse sur ces JO, la menace sécuritaire. Il y a 3 jours de cela. Donc on ne les organise pas, qu'on a eu tort de les organiser. Quand je vois l'incapacité de l'État à ramener l'ordre sur l'État français, sur le sol français, je suis inquiète. Voilà. Je vous le dis. Soyons clairs, vous dites non aux JO. Non, mais je dis pas non aux JO, mais si. J'ai pas confiance dans ce gouvernement. Je n'ai pas confiance dans ce gouvernement pour assurer notre sécurité. Il y a 3 jours de cela, je suis retournée à Marseille, à l'entrée des cités. On nous avait promis la grande opération XXL. Il devait plus y avoir de trafic de drogue. Ma voiture a été contrôlée par les dealers à l'entrée. Voilà. On a été poursuivis par un type avec une barre de fer qui voulait nous taper dessus parce qu'on avait une caméra. Donc quand je vois ça, quand je vois l'incapacité de l'État à ramener l'ordre sur le sol français, à avoir une réponse pénale à la hauteur des enjeux et de la gravité de la criminalité, je n'ai pas confiance dans le gouvernement français pour assurer notre sécurité dans ces JO. À propos de Marseille, 6 mois de prison avec sursis et inéligibilité d'1 an pour le sénateur Reconquête, Stéphane Ravier. Oui, écoutez, il a fait appel de cette décision. Il conteste formellement tout cela, un dossier dans lequel d'ailleurs il n'y a aucune preuve. Bon, on est habitué, vous savez, à une justice bien souvent politique, disons-le quand même. Justice politique. Oui, justice politique. Mais vous savez, il y en a souvent. Je vais vous donner un autre objet d'indignation. J'ai vu également que Damien Rieu avait été là aussi condamné. Vous savez pourquoi ? Eh bien, il a été condamné pour harcèlement parce qu'il a dénoncé le fait qu'une journaliste, je ne sais plus si c'est RTL ou RMC, ait dit publiquement qu'elle souhaitait ma mort. Voilà. Et donc, il a été condamné pour avoir dénoncé cela. Oui, ça s'appelle de la justice politique. Merci Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h59, vous êtes sur Sud Radio. Dites-moi au passage, vous aimez la confiture de fraises ? Oui, j'aime la confiture de fraises. Oui.
J'aime la confiture de fraises. J'ai compris. Mais vous n'aimez pas l'audiovisuel public. Mais je n'aime pas l'audiovisuel. Enfin, je n'aime pas l'audiovisuel public. Je n'aime pas quand l'audiovisuel public devient militant et partial. Voilà ce qu'il est trop souvent. Ce que révèle d'ailleurs l'enquête de vos confrères du Figaro Magazine, dans lequel ils expliquent que, j'ai les chiffres ici, on a à peu près 4% de journalistes de droite contre 25% Pourquoi de gauche. Un journaliste est de droite ou de gauche manifestement, oui. Enfin, je veux dire, il y a que vous qui vous en rendez peut-être pas compte sur France Inter, mais je peux vous dire que c'était assez flagrant dans l'interview que j'ai fait hier matin. Voilà, il y a un vrai sujet aujourd'hui avec l'audiovisuel public, et c'est pour ça que moi d'ailleurs je défends la privatisation. Vous êtes privatisation. On cherche des économies, ça tombe bien, ça nous coûte 4 milliards d'euros par an. Le projet de Rachida Dati, vous êtes d'accord ? Moi je suis pour la privatisation, donc je veux aller au-delà du projet de Rachida Dati, c'est pour moi insuffisant. Je considère qu'aujourd'hui, on a une fois de plus un service public qui ne remplit pas son rôle de service public pour l'essentiel. Je regardais même sur certaines émissions comme Complément d'enquête, là c'est encore mieux, on a 37% de gauche et 0% de droite. C'est fort. Il est 9h, merci d'être venu nous voir Marion Maréchal. 0826 300 300, après les infos de 9h, vous pouvez réagir évidemment sur tout ce que vous venez d'entendre. C'est votre moment entre 9h et 9h30.